Je commence tranquillement. Eric, quand je parle comme ça, c'est correct de l'autre côté, c'est-tu trop fort? C'est fort? Okay. Puis je vais vous mettre à mute, je pense, pour le son. OK, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 4e cours d'introduction à Linux. Puis, ce qu'on va voir en gros rapidement, c'est un petit retour sur les exercices de la semaine passée, de faire sortir des mots spéciaux dans Alice au Pays des Merveilles, juste pour vous montrer un dernier exemple de pipeline qui peut être pratique d'une part, et d'autre part, les expressions régulières aussi. Ensuite, on va voir 2 éditeurs de texte pour être capable d'écrire des scripts ou éditer des fichiers texte sur les serveurs, donc des éditeurs de texte dans la ligne de commande. On va écrire un script, puis on va l'installer pour être capable de l'utiliser de la même façon que les programmes qui sont installés sur le système. Ce qu'on va apprendre dans cette section-là, ça va nous permettre aussi d'installer des programmes plus tard. Ensuite, on va voir 2 fichiers de configuration qui sont importants sur le système Linux, qu'on va avoir besoin de modifier un petit peu, entre autres pour installer des programmes. Puis finalement, Screen, dont je vous ai déjà parlé un petit peu, là, qui est un utilitaire pour se connecter au serveur, lancer des tâches, pouvoir se déconnecter sans arrêter les tâches pour pouvoir se reconnecter plus tard. Par exemple, si vous lancez les tâches sur votre portable, vous pouvez vous déconnecter, partir à la maison, puis lundi prochain, regarder où c'en est. Donc, je vais commencer par une petite annonce. Il n'y a pas de cours la semaine prochaine. C'est la semaine de relâche la semaine prochaine. Je ne savais même pas, mais c'est ça. Fait qu'il n'y aura pas de cours la semaine prochaine. On va reprendre l'autre semaine d'après. Puis les 2 derniers cours ont été quand même assez intenses, là. Surtout le dernier sur les expressions régulières, c'était pas mal pesant. Ça va être un petit peu plus smooth, mais c'est ça. C'est tout aussi important. C'est juste des sujets moins qui demandent moins de par cœur, mettons, que les expressions régulières. Je vais peut-être prendre vos questions, s'il y a des questions sur les exercices, avant de me lancer dans la petite révision que je voulais faire. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux exercices? De votre côté, Eric? OK. Oui? Quand tu fais les exercices, là, tu spécifies des fois certaines commandes à utiliser. Mais c'est pas l'absolu, je veux dire, on peut les arriver au même résultat avec. Oui. En n'utilisant pas toutes les commandes. Oui. Donc, la question, c'est, dans les exercices, je dis souvent, voici la liste des commandes à utiliser. C'est pas grave si vous les utilisez pas toutes. Il y a tout le temps différentes façons d'arriver au même résultat, là. Donc, en autant que vous êtes capable de résoudre le problème. C'est ça qui est important. As-tu d'autres questions? Fait que je vais tout de suite, on va se connecter. On va commencer par se connecter. Je vais partager mon terminal. Pour se connecter, la commande c'est SSH, votre numéro de user, @rack.ibis.ulaval.ca. Donc, t'avais-tu réussi à te connecter finalement? Oui? OK. Oui? Comment t'as dit ça? Oui, ben toi, tu es sur Windows? OK. Fait que sinon, c'est sûr que c'est différent. Les gens qui sont sur Windows, vous avez l'application PuTTY, puis vous l'utilisez comme d'habitude. D'habitude, il n'y a pas rien après d'habitude. Oui? Oui. Est-ce que les autres, tout le monde a réussi à se connecter jusqu'à présent? Anne-Laure, est-ce que tu as le sans-fil maintenant? Depuis 2 minutes? Bon, OK. Fait que si on est connecté, dossier, puis là, on voit de la semaine passée que j'ai le dossier cours 03. Donc, je vais aller dans cours 03, / fichier était dans le dossier 01 _ fichier. Donc, je vais aller dans ce dossier-là. Je vais vous réafficher la commande que je viens de faire, là, à la demande des étudiants. Ah oui, j'ai fermé les lumières. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas connectés encore? Est-ce que toi, est-ce que tu utilises PuTTY? Tu es sur Windows?
Est-ce que tu l'as déjà fait? Tu sais comment faire? As-tu un nom d'utilisateur? OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sur Windows qui a envie de peut-être aller donner un coup de main à Nord? Oui? Si j'ai pas le fichier pour 3, parce que je fais pas OK. Bon, il y a quelqu'un qui me dit si j'ai pas le fichier cours 3, on va aller le chercher. On peut faire cp-r / cours intro Linux cours 03 espace point. On va copier le dossier 03 dans. Ouais. Dire à ta blonde d'attendre. C'est bon? Je suis présentement dans le dossier cours 03 fichier 01. Si je fais ls-lh, je vois que j'ai plein de fichiers ici, mais j'ai entre autres alice.txt. C'est ça que je voulais dans le fond pour être capable de faire mon exemple. Donc, l'exemple, c'était de la question, il y en avait deux. Là. Le premier, c'était de sortir tous les mots qui se terminent par ing et de trouver, dans le fond, les plus fréquents. Donc, si on se souvient, je vais utiliser grep pour aller sortir les mots qui finissent en ing. Grand P, c'est pour utiliser des expressions régulières comme dans Perl, c'est les plus puissantes ou les plus standards. O, parce que je veux juste sortir le bout qui correspond à ma recherche et non pas toute la ligne. Puis là, ma recherche, ça va être Ma recherche, ça va être de chercher des mots. Donc, ça, c'est le caractère de mot, / petit w, une ou plusieurs fois, suivi de ing. OK? Puis là, je vais aller à la fin, puis je vais faire less, juste ou head, juste pour qu'on voit qu'est-ce que ça a l'air. OK? Quand je fais une grosse commande comme ça, je la fais jamais toute d'un bloc. Là. Je la fais par petite itération comme ça. Là, je vois que ça a l'air déjà bien, en fait. Fait que je vais me contenter de tout ça pour l'instant. Et je vais aller compter tout ça. Je vais aller les compter. Donc, pour les compter, je vais les mettre en ordre. Unique -c, tout le temps. Si je regarde avec head, qu'est-ce que ça me donne? Ben, je vois que j'ai compté les différents mots. Il y a des majuscules aussi, mais c'est correct. C'est un vrai mot quand il y a une majuscule quand même. Alors, dis-moi ça. Il n'y a même pas quoi avec quoi? Pas anything majuscule avec anything minuscule. Ah, OK, il les garde séparés. Ouais, OK, c'est pas, pour notre exemple, ça ne sera pas bien grave. Après ça, sort -numérique, reverse. Je vais. Ça fait, c'est que ça me les pris par ordre décroissant ici. Puis là, en fait, en faisant ça, je viens de trouver une solution qui est beaucoup plus simple que celle-là que moi j'avais faite, mais ça ne me donne pas exactement le même résultat. Par exemple, ce serait possible d'avoir un mot qui a ing au milieu, mais qui ne se termine pas par ing, comme ringing, par exemple. Si je cherchais ringing, mais je vais trouver juste ring, peut-être. Non, pas dans ce cas-là, parce que c'est ing après. Ringer, mettons. Je vais trouver juste ring, parce qu'il y a quelque chose après, mais ma recherche est spécifique. Donc, pour rendre la recherche plus spécifique, je vais ajouter que je veux qu'il y ait un caractère pas de mot avant, puis un caractère qui ne peut pas être un caractère de mot après, c'est des W majuscules. Puis là, le reste ne fonctionnera pas tout de suite. Je vais juste aller voir de quoi ça a l'air. Puis là, on voit que j'ai des espaces en avant. J'ai un espace où j'ai une virgule. Je pourrais avoir des tirets ou des trucs comme ça. OK? Ça, c'est mes caractères ici que j'ai demandé, là, qui étaient des caractères qui ne sont pas contenus dans des mots. Donc, pour régler ça, je vais utiliser Perl. Puis là, je vais rechercher quelque chose. Qu'est-ce que je vais rechercher? Dans le fond, je vais rechercher... La première affaire que j'aurais tendance à faire, c'est de rechercher les caractères qui ne sont pas des caractères de mots comme ça. Okay? Mais si je fais ça, je vais aussi trouver des caractères de fin de ligne, puisque c'est des caractères qui ne sont pas des caractères de mots. Puis je vais enlever les fins de ligne, donc tous mes mots vont se ramasser collés ensemble. Oui, parle-moi que...
J'ai juste mis un G à la fin pour qu'il remplace sur toute la ligne parce que j'en ai un au début puis un à la fin. Donc, on voit que j'ai remplacé tous les caractères qui ne sont pas des caractères de mots, mais c'est pas plus intéressant comme ça. De caractères. Puis dans le groupe de caractères, je vais dire remplace tout, sauf les caractères de mots et les caractères de ligne. C'est juste un petit truc, là, dans le fond. Et maintenant, ça a l'air de ça. Puis une fois qu'on a ça, ben, le reste de la recette, c'est exactement la même chose. Là, je me ramasse avec une meilleure liste que tantôt. Dans le fond, j'ai inclus plus de mots ici que tantôt. Si je retourne à ma solution de tantôt, là, on va voir que c'était pas le même résultat. On voit que j'avais thing avant. Puis tu vois ici, thing, dans le fond, c'en est un exemple de mot. Il devait y avoir des mots qui commençaient par thing puis qui finissaient par d'autres choses comme things, au pluriel, par exemple. Puis ici, il les a comptés, mais pas ici. Donc ça, c'est la solution pour le premier exercice. Vous l'avez dans le PDF d'aujourd'hui. C'était juste pour vous donner un exemple concret. Puis l'autre solution, l'autre question, c'était de trouver tous les mots de 8 lettres, puis de faire exactement la même chose. Fait que la recette, là, c'est quasiment exactement la même chose. C'est juste qu'on recherche ici qui va être différent. Okay? On recherche quasiment la même chose, sauf qu'au lieu d'un mot qui finit par ing, on fait un mot de 8 caractères. Donc des caractères de lettres 8 fois. Oui, nothing to repeat. Ah, ok. Dans le fond, ici, j'ai fait une erreur. Il y a un plus, j'ai laissé mon plus. Le plus, ici, il veut déjà dire le caractère W une ou plusieurs fois. Donc, il y avait déjà un symbole spécial qui disait combien de fois trouver quelque chose. Donc, je ne pouvais pas lui spécifier juste après combien de fois trouver le caractère. Et là, on voit que je trouve tous les mots de 8 lettres, puis je les compte. Puis là, il y a quelqu'un qui me demandait aussi, bon, j'ai réussi à faire ça ou à peu près, mais je vois pas à quoi ça va me servir, parce que là, on travaille dans Alice au Pays des Merveilles, c'est sûr que c'est moins, ça a l'air moins pratique pour des biologistes, mais le lendemain de ça, Clément avait une question, son programme fonctionnait pas comme il voulait, puis les sorties étaient bizarres, puis on a disséqué les fichiers de sortie avec des commandes comme ça, on a trouvé c'était quoi le problème, puis ça a pris 10 minutes maximum. On a trouvé la solution, mais sinon, ça aurait été impossible de trouver la raison pourquoi ça avait bugué dans son programme. Donc, c'est juste des outils très généraux dans le fond. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Alice, as-tu une question? Non, non. Vous autres de votre côté, Eric? C'est bon? OK. Fait qu'on va retourner dans notre dossier principal, notre dossier d'utilisateur en faisant juste CD. On peut faire PC juste pour confirmer qu'on est bien au bon endroit. Puis, on va importer les données du cours d'aujourd'hui. Donc, ça va être un peu la même commande que j'ai faite tantôt. cp-r pour intro Linux. 4. Si je fais ls-lh, j'ai maintenant le cours 04 qui est là. Puis on va se déplacer dans le cours 04. Là, dans ce cours-là, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de fichiers. Nous-mêmes, on va écrire des fichiers, mais c'est ça. J'en avais pas besoin de beaucoup de fichiers pour les exercices. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore copié tout ça, qui n'est pas encore rendu dans le bon dossier? Ça va-tu de votre côté, vous autres? Alice et Clément? Oui, on OK. Bon, ben, si tout le monde est rendu là, je vais commencer. Puis aujourd'hui, on va voir les éditeurs de texte. Donc, quand on est connecté à distance sur le serveur comme ça, ben, c'est bien possible qu'on ait besoin d'éditer du texte. Ça peut être un fichier de soumission de job, un fichier de script. Peut-être qu'on veut aller voir dans les résultats, peut-être qu'on veut prendre des notes, etc. Donc, c'est bien de pouvoir utiliser des éditeurs de texte qui sont dans le terminal puisqu'on est connecté par le terminal. Il existe quelques logiciels pour faire ça. Ceux qu'on va voir aujourd'hui, c'est Nano et Joe, qui sont
assez basiques, mais qui font bien la job quand même. Puis, pour ceux qui, un jour, peut-être, voudront se lancer dans la haute voltige dans le terminal, vous avez Vim, c'est VI historiquement, mais c'est Vim aujourd'hui, le plus récent, et Emacs, qui sont des éditeurs de texte très compliqués. Je ne vous suggère pas de les utiliser pour l'instant, mais peut-être un jour, vous allez vouloir faire la transition. Les vrais pros utilisent ça. Certains vrais pros utilisent ça. Bon, donc aujourd'hui, on va se concentrer sur ces deux-là, Nano et Joe. Puis on va, sans plus tarder, ouvrir un fichier avec Nano. Ça, c'est aussi simple que de... Là, je vais appeler mon... Donc, quand je lance cette commande-là, je me ramasse dans l'éditeur Nano. Puis là, je suis prêt à taper du texte. Donc, sans plus tarder, je vais taper du texte. Puis là, je vais taper un peu ce que j'avais écrit dans le fichier de cours. Et ensuite, utiliser les flèches pour me déplacer dans le fichier texte. Et, faire des corrections. On est habitué un petit peu. La souris ne fonctionnera pas, mais c'est ça. Avec les flèches, vous pouvez tout déplacer. Si jamais il y en a qui sont habitués avec les raccourcis clavier du terminal bash, vous pouvez les utiliser. Je ne veux pas de briser des choses dans le fichier, là, mais vous pouvez vous avec les raccourcis du terminal bash aussi. Vous éditez un fichier avec Nano ou Joe, ça vaut la peine de laisser une ligne vide à la fin. Au moins une, d'en laisser une à la fin. Okay? Donc ici, juste après la dernière ligne, j'ai fait Enter, puis j'ai une ligne vide à la fin. En bas, dans l'éditeur Nano, vous voyez une série de commandes que vous pouvez faire. Le symbole accès circonflexe, ça veut dire contrôle, la touche contrôle. Donc, pour sortir de Nano, on voit en bas à gauche complètement, j'ai CTRL X. Donc, je vais essayer CTRL X. Puis là, on me demande, est-ce que je veux sauvegarder le buffer? Le buffer, dans le fond, c'est le fichier. Si jamais je fais non, ben, ça va juste effacer mes changements. Si je fais oui, yes, il va me demander quel nom de fichier je veux utiliser. Il va me donner le nom que je lui avais déjà donné tantôt. Je fais oui. Maintenant, dans mon dossier, j'ai un fichier Nano. Okay? Si je fais 4, je vois qu'est-ce qui est le contenu du fichier. Y a-t-il des gens qui ont des questions, des problèmes avec ça jusqu'à présent, quelque chose qui ne marche pas? Donc, ça prend un petit peu de pratique pour, juste quelques fois, dans le fond, pour devenir habitué à l'utiliser comme il faut. Ça se peut que vous allez briser un fichier ou deux une fois de temps en temps, là, mais si vous avez besoin de plus de commandes que ça, ou vous êtes pris ou quelque chose, vous pouvez faire CTRL-G, puis ça vous donne un peu d'aide. Vous avez du texte, vous pouvez descendre avec les flèches, puis ça vous liste d'autres commandes. Puis là, on voit en bas, ici au centre, j'ai Exit, c'est CTRL-X encore. Donc, je peux sortir de l'aide avec CTRL-X, puis après ça, je peux ressortir de Nano avec CTRL-X. Donc, c'est à peu près aussi simple que ça peut être pour un éditeur de texte dans le terminal. Si vous cherchez une place où commencer, vous pouvez utiliser celui-là. Puis, ça va faire la job la plupart du temps. Si vous éditez des fichiers, dans certains cas, là, ça me prendrait Scott, là, mais ça se peut qu'il y ait des problèmes avec des retours de ligne et ou des tabulations. Je ne suis pas trop sûr. Scott a eu des problèmes avec des fois. Sinon, ça va être tout pour Nano déjà. On va aller tout de suite dans Joe. Puis je vais me créer un fichier. Et là, on va voir que c'est encore une fois à peu près similaire. J'ai une barre d'information en haut, une barre d'information en bas qui me dit que je suis dans l'éditeur Joe version 3.7. Et là, c'est écrit New File, mais du moment que je tape quelque chose, ça va s'effacer. Okay? Ça faisait juste m'avertir que j'étais dans un nouveau fichier. Là, je vais taper encore des choses, puis je vais taper n'importe quoi. Encore une fois, je vais laisser une ligne à la fin. Je vais vous dire pourquoi je vous demande ça là, dans quelques secondes. Donc, juste à taper un peu de texte, vous pouvez vous déplacer encore une fois les raccourcis
du terminal, Bash fonctionne là-dedans aussi. Là. C'est des raccourcis qui ressemblent à Emacs, si jamais il y a quelqu'un qui l'a déjà utilisé. Donc, une fois que j'ai fait ça, ben là, j'ai pas beaucoup de commandes qui sont affichées pour m'aider, mais par contre, je vois en haut à droite que je peux faire CTRL-K H. Okay? Dans Joe, la plupart des commandes commencent par CTRL-K. Donc, je fais CTRL, puis je pèse sur la touche H. Puis là, ça m'affiche toute cette zone-là en haut, qui est toutes les commandes utiles, dans le fond, que je pourrais avoir de besoin la plupart du temps. Et on voit que je peux continuer à éditer mon fichier texte. En gardant ces commandes-là, ce qui peut être je ne me souviens pas comment faire pour sauvegarder ou quitter. Donc, si je ne me souviens pas, j'ai dans la zone en haut à droite ici, juste ici en haut à droite, j'ai la section Exit. Et je vois que si je fais CTRL-X, CTRL-K-X, je vais sauvegarder et sortir parce que je suis dans la section Exit. Sinon, j'ai CTRL-K-D ici pour seulement sauvegarder. Donc, si je fais CTRL-K-D, il me demande le nom du fichier puisqu'il n'existait pas avant. Parfait, puis il me dit le fichier est sauvegardé. Donc, je peux continuer à éditer, j'efface un peu de lignes. Comme un blanc, d'habitude, je suis bon pour inventer n'importe quoi, mais je vais juste... Je vais faire CTRL-K-D. Je sauvegarde mon fichier, puis CTRL-K-X, je vais sortir du fichier. Okay. Une fois que je suis sorti, je vais faire ls juste pour voir qu'il est enregistré, oui. Je vais faire cat, fichier Joe. La raison pour laquelle je vous suggère de mettre une ligne à la fin, c'est que parfois on veut voir justement le fichier texte en faisant cat. Puis si je n'avais pas mis de retour de ligne à la fin, ben ici, entre les trois petits points puis la ligne user, il n'y aurait pas mis de retour de ligne. Donc j'aurais eu trois petits points puis directement ma ligne de prompt ici à la fin. On peut même le faire, le test tout de suite. Je vais rééditer le fichier, puis je vais enlever cette ligne-là, puis je vais faire A. Je vais sauvegarder CTRL-KX. On voit que j'ai ici pas de retour de ligne, puis directement après, j'ai mon prompt qui commence ici. Donc, c'est juste moins intéressant à visualiser comme ça. C'est juste pour ça que je vous suggère de laisser un retour de ligne dans vos fichiers. Comme ça, si je fais 4, là, maintenant, j'ai tout mon fichier qui est ici. C'est plus facile à lire. Y a-t-il des questions par rapport à l'éditeur Joe? Joe est juste un petit peu plus puissant, là, fait que si... Par contre, il n'est pas tout le temps installé sur les serveurs Linux, mais il est assez facile à installer. Au prochain cours, je vais le désinstaller du système, puis on va le réinstaller. Ça va être un des exemples de comment installer des programmes. Vous allez chacun vous installer votre version de Joe. Donc, quand on est sur un serveur, là, souvent, on n'a pas accès on n'est pas un administrateur, fait qu'on ne peut pas installer les programmes qu'on veut sur tout le système. Par contre, on peut les installer juste pour nous. C'est ça qu'on va pratiquer avec Joe la semaine prochaine. Avez-vous des questions, Eric? OK. C'est vraiment juste de base, c'est un outil utile, mais ce qu'on va faire ensuite avec ça, c'est écrire des scripts. Donc, pour l'instant, j'ai ces choses-là. Ah, ça peut être pratique de savoir c'est quoi ça ici. Vous voyez, j'ai un fichier qui s'appelle fichierjoe.txt. J'ai aussi un fichier qui s'appelle fichierjoe.txt tilde, la petite vague ici. Ça, c'est un fichier de sauvegarde. Quand j'édite un fichier texte avec certains éditeurs de texte, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'avant que je commence à l'éditer, il fait cette copie-là de sauvegarde. Puis là, moi, j'enregistre dans l'autre. Mais j'ai cette copie-là de backup s'il arrive quelque chose. Donc, on va regarder vite. Je vais faire cat fichier Joe. Puis on voit que ça, c'était ma version la plus récente que j'ai éditée. Puis après ça, je vais regarder l'autre version précédente. Puis on voit que c'est la version où je n'avais pas laissé encore ma ligne. Okay? Donc, c'est vraiment un backup de la version précédente. Ça peut vous sauver la vie une fois de temps en temps si jamais vous faites une grosse niaiserie. Puis, oui. Est-ce que c'est permanent? La prochaine fois que je vais ouvrir Joe et que je vais éditer, il va l'écraser. Ça va devenir le nouveau backup avant la dernière fois que j'ai édité le fichier. Donc, non, c'est pas permanent. Il y a peut-être des façons de faire un setup dans Joe pour qu'il fasse un backup et mette la date en arrière, mais tu pourrais même te créer une commande à toi que
Quand tu lances Joe, il vérifie s'il y a un fichier du même nom que celui que tu veux lancer avec un tilde. Il en fait une copie avec la date d'aujourd'hui, puis là, il lance Joe après, si tu voulais faire ça. OK, donc pour écrire les scripts, un script, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est juste un fichier texte avec des commandes, une suite de commandes qui sont dans un langage spécifique, donc qui vont être lues par un interpréteur de ce langage-là, et qui permettent de faire des choses dont on a besoin de faire, là, soit des analyses, ou soit peu importe ce qu'on veut faire sur le système. C'est regroupé dans un fichier, donc ça peut être utilisé comme un autre programme sur le système. Donc, on va tout de suite faire un script. Si je regarde à nouveau ce qu'il y a dans mon dossier, j'ai un fichier séquence.fasta. Puis là, ce qu'on va vouloir faire, c'est un script qui calcule le nombre de lignes, le nombre de séquences dans un fichier FASTA. Okay? C'est pas quelque chose de difficile, on l'a déjà fait nous-mêmes dans le cours. Si je fais grep-c, où il y a un symbole plus grand que, là, c'est très important de mettre les 2 guillemets autour. Si vous ne mettez pas les guillemets, vous allez écraser votre fichier FASTA. Puis je lui dis le fichier séquence, il me dit il y a 99 séquences dans ce fichier-là. Donc pour l'instant, notre script, tout ce qu'on veut qu'il fasse, c'est ça. On veut qu'il soit capable de nous dire il y a combien de lignes, combien de séquences dans un fichier FASTA. Donc, je vais lancer Joe. Je vais appeler mon script count store sequences .sh. Okay? L'extension .sh, c'est l'extension pour les scripts bash. En fait, c'est l'extension pour les scripts shell, qui est comme l'ancêtre de bash. Mais l'extension est restée. Donc, j'ouvre ce fichier-là. Il n'y a rien dedans pour l'instant. Et je vais taper ma commande. Grep. Là, on voit qu'il y a un peu de couleur. Séquence. Donc, pour l'instant, c'est ça mon script. Puis, je vais faire quelque chose. Je vais mettre un commentaire. Okay? Puis le commentaire, ça va être count sequences in. Puis ça, cette ligne-là, c'est juste un commentaire, mais c'est très important. Là, pour l'instant, le script il est extrêmement simple. À un moment donné, vos scripts vont être plus compliqués que ça, puis ils vont peut-être pas être toujours dans ce langage-là. Les commentaires vous permettent de mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire, votre script. Là, la plupart du temps, la personne qui va relire vos scripts, c'est vous dans 6 mois ou quelque chose comme vous l'année prochaine, puis vous vous souviendrez peut-être pas qu'est-ce que ça voulait dire ou qu'est-ce que ça faisait le script. Donc, je vous ai mis une petite sagesse du jour dans le PDF que j'avais trouvé drôle. J'ai vu ça en ligne en anglais la semaine passée. C'est votre collaborateur principal est vous dans le futur et le vous d'il y a 6 mois ne répond pas à ses courriels. Fait que si vous essayez de vous contacter dans 6 mois pour savoir qu'est-ce que vous avez fait, vous n'avez aucune chance de vous contacter vous-même. Donc, les commentaires sont là pour vous expliquer exactement ce que vous avez fait. Donc, on va juste sauvegarder ça. CTRL-K, X. Je vais faire 4. Mon script a l'air de ça. Ça a l'air correct. Maintenant, pour lancer mon script, c'est un script bash. Donc, je vais utiliser bash pour interpréter mon script. On voit que ça me donne la bonne réponse. Donc, qu'est-ce que je fais, c'est que je dis bash, lis ce fichier-là, puis ce fichier-là, il contient des séquences, des commandes bash. Donc, interprète chacune des commandes, puis affiche-moi les résultats. Ça, c'est la forme la plus simple qu'on peut faire d'un script. C'est pas le comportement qu'on voudrait. Ce que je voudrais, c'est pour être capable de faire count sequences.sh, lui donner un fichier ici, FASTA, puis qui me retourne combien il y a de séquences dans ce fichier-là. Pour l'instant, je ne peux pas parce que je suis obligé de lui dire bash au début. Puis, pour l'instant, je ne peux pas non plus lui spécifier de fichier parce que c'est écrit dans le script. Donc, on va commencer par changer ces trucs-là étape par étape pour rendre notre script plus intéressant. OK. Donc, premièrement, on va s'arranger pour qu'on soit capable d'utiliser le script sur n'importe quel fichier de séquence. Joe, count sequences, je vais aller l'éditer. Puis là, je vais aller m'ajouter des lignes ici, puis un commentaire. Puis le commentaire, ça va être juste input file. Pour spécifier mon input file, je vais dire faire
majuscule. C'est pas obligé d'être en majuscule, mais quand vous créez des variables, on est en train de créer une variable dans notre script. Quand vous créez des variables dans un script bash, ça vaut la peine de les mettre en majuscule comme ça. Surtout si c'est des variables qu'on appelle globales, là, qui vont être utilisées dans tout le script. C'est juste plus facile après ça de savoir. Puis je vais dire c'est égal à $1. $1, pour l'instant, vous ne savez pas c'est quoi, mais $1, quand je lance un script bash, c'est le premier argument que je donne au script. Donc, si je lance le script et je lui donne un nom de fichier, ben, le nom de fichier, c'est le premier argument. On peut utiliser $2, $3, $4, etc. Puis ça va aller chercher les autres arguments après. Donc, je vais mettre un autre petit commentaire avant ici. Documenter qu'est-ce que chaque portion de mon script fait. Et là, évidemment, ben, il faut que je vienne utiliser ma variable faire ici. Donc, j'utilise ma variable faire. Et maintenant, quand je vais lancer le script, il va s'attendre à recevoir un nom de fichier. Et sur ce fichier-là, il va aller compter le nombre de séquences. Je vais vous faire un petit exemple de variable juste avant de le relancer. Là. Vous me direz, quand vous aurez terminé, quand je vais arrêter de voir des faces qui font ça comme ça. Ouais. Ah, vous les voyez pas bien? Ah ouais, c'est foncé, hein? Ben c'est $1 ici que je vais faire ça comme ça, puis là, tu vas peut-être mieux les voir pour l'instant? Non, oui, non, peut-être pas, hein? Ah, ok, mais je vais enlever, non, je peux pas, c'est parce que c'est la syntaxe, c'est Joe qui me surligne la syntaxe comme ça, fait que ce serait difficile. Joe, je vais tester quelque chose, là. Global options, syntaxe. Syntaxe. Fait que non, rapidement, je sais pas comment enlever cette couleur-là. Vous allez vous approcher. En haut ici, là, le premier c'est $1, puis l'autre ici c'est $file, tout en majuscule. De votre côté, Eric, est-ce que vous réussissez à voir un peu? Ouais, plus ou moins. Fait que c'est ça. En haut, c'est $1, puis en bas, c'est $file. Je vais vous mettre un commentaire comme ça. Ici, c'est $1. Puis ici, c'est... Okay. Donc, le symbole le dièse, ça veut dire un commentaire. Tout ce qui est sur une ligne après un symbole dièse, ça ne va pas être exécuté. Il y en a qui n'ont pas terminé de transcrire ça. Okay, fait que je vais le sauvegarder, puis je vais quitter. CTRL-KX. Pour confirmer, puis là, vous allez voir encore mieux peut-être les variables. Et puis là, maintenant, je vais lancer mon script, bash, faire, console. Puis là, quand je le lance, juste comme ça, ben là, il attend après moi parce que j'étais supposé lui donner un fichier. Okay? Fait que je vais faire CTRL-C pour l'arrêter. Il faut que je lui donne un fichier. Donc maintenant, je vais lui donner mon fichier de séquence que j'avais. Puis, ça a l'air de fonctionner. Donc, ça pourrait être un autre fichier de séquence. On va s'en créer un autre fichier de séquence tout le monde ensemble, OK? Fait qu'on va faire head moins... ça va long. On va faire head moins 1000. On va se créer un nouveau fichier avec ça. Fait que je vais rediriger la sortie dans séquence 2.fh. Est-ce que tout le monde a fait ça? Fait que on fait juste, dans le fond, prendre les 1000 premières lignes du fichier FASTA, puis on se crée un nouveau fichier avec ça. On ne sait pas exactement il y a combien de séquences dans ce fichier-là, mais il devrait en avoir approximativement 30% de l'autre, donc environ 30-35 séquences. OK. Donc maintenant, je peux relancer mon script. Deux séquences. Did you bring your computer? No. Okay, I thought you did. Donc
confirme plus ou moins, là, il faudrait aller les compter nous-mêmes, les séquences, là, mais on confirme que le script fonctionne sur un autre fichier. Il fonctionnerait sur tous les fichiers FASTA qu'on pourrait lui donner. Il fonctionnerait même sur des fichiers qui ne sont pas des fichiers FASTA. Par exemple, j'en ai dessus. Sur le fichier Joe. C'est-à-dire qu'il a trouvé une séquence parce qu'il n'y a pas de caractère plus grand que dans ce fichier-là. Donc, si je améliorer encore ce script-là, là, on est capable d'éditer n'importe quel fichier, de compter les séquences dans n'importe quel fichier, mais je voudrais pouvoir vraiment le lancer comme count sequence sans avoir à dire bash en avant. Pour faire ça, on va aller l'éditer encore. Puis, au début du fichier, on va ajouter une ligne spéciale, okay? Une ligne de commentaire spéciale qui commence par dièse, suivie d'un point d'exclamation. Donc, quand il y a une ligne comme ça, c'est un commentaire, mais parce que le commentaire est suivi d'un point d'exclamation, le système, quand on va lancer le fichier, va savoir que le reste de l'information sur cette ligne-là lui donne l'information que c'est un script Bash ou Python ou d'autres choses. Okay? Donc, dans le fond, dièse, point d'exclamation, vous allez peut-être voir ça des fois en ligne, là, ça se prononce shebang. C'est juste les programmeurs, ils prononcent le dièse sh, puis le point d'exclamation bang, fait que c'est un shebang. J'imagine quand tu as à dire souvent des caractères, ça prend des raccourcis. Puis là, qu'est-ce qu'on lui donne ici? /bin/bash. Et donc, après shebang, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'interpréteur. C'est quel programme doit être utilisé pour lire toutes les autres lignes dans le fichier. Donc, quand je lui dis ça, ça lui indique que le reste du fichier contient des commandes bash. Ça ne sera pas tout à fait suffisant pour qu'on puisse l'utiliser tout de suite, mais ça va être la première étape. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore écrit la ligne d'en haut? Non? Est-ce que tu as de la misère à éditer le fichier ou... Oui? Moi, je suis en train de j'écris maintenant un fichier et j'arrive pas à sortir. Est-ce que tu es dans Joe? Oui, tu peux faire CTRL-K, X. Ça a marché. Tu peux lâcher le CTRL. Tu sais, CTRL-K, tu lâches le CTRL, puis le K, puis tu fais X. Ça se peut que ça marche CTRL-K, CTRL-X, là, mais c'est pas ça la commande. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui n'a pas terminé d'écrire ça? Fait que je vais faire CTRL-K, X pour sortir. Et présentement, admettons que je fais ls-lh, je vais voir que j'ai tous ces fichiers-là dans mon dossier. Puis là, on va voir que quand j'utilise l'option L de ls, j'ai une portion d'information au début ici qui est importante, puis qui a l'air un peu... c'est un code dans le fond, là. Cette portion-là, qu'est-ce qu'elle m'informe? Elle m'informe sur les permissions du fichier. Nous, notre fichier, présentement, c'est un fichier texte. On voudrait que ce soit un script. Donc, il faudrait que ce soit un fichier exécutable. Pour l'instant, il n'est pas exécutable. Ces informations-là ici, on va les décortiquer rapidement. La première information ici, elle sert à me dire s'il s'agit d'un dossier ou non. OK? Je vais juste créer un dossier pour vous montrer, là. On voit que mon dossier, c'est la première ligne ici, puis on voit au début ici, il y a un petit deuil. Fait que le deuil, ça veut dire qu'il s'agit d'un dossier. Ensuite, ici, il y a 9 caractères. En fait, il y a 3 groupes de 3 caractères. Okay? Les 3 premiers caractères ici, ils me renseignent sur les permissions. Qu'est-ce que moi, en tant que... C'est quoi owner en français? Propriétaire. En tant que propriétaire du fichier, j'ai le droit de faire sur ce fichier-là. Donc, présentement, ça me dit que j'ai le droit de faire RWX. RWX, c'est pour read, write, puis execute. Donc, moi, j'ai le droit de lire le fichier. Là, il s'agit d'un dossier dans ce cas-là, donc je vais prendre le deuxième. J'ai le droit de lire le fichier. J'ai le droit d'écrire dans le fichier, ce qui inclut effacer. J'ai le droit aussi de l'effacer, donc j'ai le droit de le modifier. Et ici, je n'ai pas le droit de l'exécuter. Ensuite, le deuxième groupe ici, c'est pour tous les gens qui font partie du même groupe que moi. Donc, on voit ici, ce fichier-là appartient à moi, user31, mais tous les gens du groupe users ont les permissions du deuxième groupe de 3 caractères ici.
Donc, tous les gens du groupe users ont le droit de lire ce fichier-là. Par contre, ils n'ont pas le droit de l'effacer ou de le modifier. Puis, ils n'ont pas le droit non plus de l'exécuter. Ensuite, le troisième groupe ici, donc si on se souvient, le premier groupe, c'est le propriétaire. Le deuxième groupe, c'est le groupe d'utilisateurs. Puis le dernier ici, c'est tout le monde. C'est tout le reste. Toutes les autres qui sont ni le propriétaire, ni dans le même groupe. Donc, un utilisateur qui serait, par exemple, dans le groupe, je sais pas moi, biologiste ou n'importe quoi. Donc, nous autres, notre script, count sequences, on veut qu'il y ait un X ici. Pardon. Qu'il y ait un X ici. Ça ne nous dérange pas si les autres peuvent l'exécuter aussi. La commande pour changer les permissions, dans le fond, les permissions, on appelle ça le mode. Donc, ch mode. OK, c'est la commande chmod, mais c'est pour change mode. On va changer le mode de permission. Ce que je vais faire plus X. Bon, je ne vais pas m'attarder sur la syntaxe de cette commande-là là, pour l'instant. Plus X, ce que ça veut dire, c'est que tout le monde va se ramasser avec le droit d'exécuter ce fichier-là sur le fichier count sequences. Si maintenant je refaisais ls-lh, je vois que, la couleur de mon nom de fichier a changé, rendu en genre de vert fluo. Ça ici, c'est la couleur réservée pour les scripts ou les programmes. Pourquoi il sait qu'il m'a mis en vert fluo? C'est juste parce que maintenant, ici, il y a la permission d'exécuter le fichier. Donc, on peut exécuter le fichier, puis en plus, à l'intérieur du fichier, ça dit au système d'utiliser bash pour interpréter les commandes. Donc, on va pouvoir l'utiliser. Est-ce que tout le monde est rendu à ce point-là? Il y a quelqu'un qui est encore en train de préparer quelque chose? OK. Donc, pour l'utiliser, il faut que je lui dise il est où le script. Il est dans le dossier courant, donc dans ./. Puis là, on voit, là, il me le complète déjà automatiquement. Donc, il comprend que ce fichier-là, c'est un script. C'est un programme. Suivi de séquence, je vais prendre séquence 2. Si je fais ça, maintenant, le script fonctionne. Donc ça, c'est une façon d'avoir un script qui se comporte à peu près comme n'importe quel programme sur le système. Il resterait juste une chose à faire pour que ce soit vraiment comme n'importe quelle commande. Par exemple, quand je lance grep-c, le nombre de séquences dans séquence.fasta, on voit qu'ici, je ne suis pas obligé de dire où elle est la commande grep. Okay? Le système sait où elle est la commande grep. Je ne suis pas obligé de lui dire d'utiliser /bin/grep, qui est l'endroit où se trouve la commande grep. Okay? Comment est-ce que le système sait que grep, c'est une commande valide sur le système? Bien, pour ça, il utilise une variable qui est la variable path. Okay? Donc, je vais faire ça, c'est une variable spéciale sur les systèmes Linux. Et cette variable path-là, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient une chaîne de caractères. Okay? Cette chaîne de caractères-là contient des noms de dossiers séparés par des 2 points. Donc, un autre nom de dossier séparé par des 2 points, etc., etc. Là, étant donné qu'on est rendu bon avec les rechercher remplacés, je vais vous afficher la commande path, mais on voit mieux. Là, j'ai sur plusieurs lignes tous les endroits sur le système où le système va regarder pour trouver des commandes. Donc, on a vu tantôt, j'ai dit grep était dans /bin/grep. OK? /bin, il est ici. Donc, le système sait que si quelque chose d'exécutable, un fichier exécutable se trouve dans /bin, c'est un programme valable sur le système. C'est la même chose pour user local sbin, user local bin, user bin, sbin, user bin, sbin, bin, user games. On ne doit pas avoir beaucoup de jeux d'installer. User local games. Okay? Ça, c'est tous des endroits où est-ce que le système va chercher pour trouver des programmes. Même que quand on veut savoir où un programme est installé, on peut utiliser la commande which, WHICH, avec la commande grep. Et ça, grep se trouve à cet endroit-là, /bin/grep. Okay? Donc, nous, pour être capable de
installer notre programme, qui soit utilisable comme n'importe quel autre programme, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va modifier la variable path pour que maintenant, elle inclue un endroit où est-ce que nous, on va avoir mis notre script. Donc, chacun, on va avoir notre version différente du script qui va être installée dans un de nos dossiers, mais on va dire la commande path modifie-la de cette façon-là pour inclure ce nouveau dossier-là où moi, je mets mes programmes. Est-ce que jusque-là, vous me suivez, Rimouski? Ouais. Tu veux pas que je change rien? Je vais le laisser afficher. Y a-t-il des questions par rapport à ça ici? Ça, c'est comme quelque chose de super basique, mais difficile à comprendre au début. Oui, je t'écoute. Oui, on aurait une petite question. Vas-y. Tu peux essayer de... parce que l'écran ici est comme gelé. Ah. Tu peux juste essayer de faire un clear pour revenir au début voir? Mon terminal? Oui. Comme ça? Ah, ça reste encore. On a une partie là, de l'écran qui est comme gelé en bas. OK, veux-tu juste, On a encore les users. rapetisser ton browser puis le agrandir après? Non, parce que c'est pas le browser, c'est vraiment juste le... C'est mon terminal? Ben, je vais arrêter de vous le présenter puis je vais vous le représenter, OK? Ce sera pas long. Là, vous devez voir moi. Ouais. Puis là, vous devez voir le terminal. On le voit tout encore gelé. Ah, OK, c'est bon, c'est revenu. Ça marche? C'est correct. Parfait, merci. Je vous dirai si ça fait ça encore. Oui, y avait-tu des questions par rapport à ça? Fait que, tu sais, la variable path, c'est comme épeurant pour beaucoup de gens au début, là, mais c'est vraiment juste une variable qui contient du texte. OK? On va en définir une autre. Je vais faire A est égal à, puis là, il ne faut pas mettre d'espace. Bonjour, $user, OK? En majuscule. La variable $user, elle contient elle-même le nom d'utilisateur, donc mon nom d'utilisateur. Puis là, si je fais echo, on a vu qu'on utilise un dollar pour aller chercher qu'est-ce qu'il y a dans la variable, donc echo $A. J'ai moi-même mis bonjour $user dedans, puis là, ça m'écrit bonjour user31. Okay, donc, là, c'est un petit peu plus complexe parce que j'avais mis $user, je vais faire bonjour Eric. C'est vraiment juste du texte. Je mets du texte dans la variable A. Puis si je fais echo $A, ben, ça m'affiche le texte. La variable path, c'est exactement la même chose. Echo $path en majuscule, c'est juste OK? Mais c'est un bout de texte important parce que le système se sert de ce bout de texte-là pour savoir où aller chercher les programmes. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui ajouter un petit bout au début qui va dire, dans mon dossier à moi, d'utilisateur, j'ai créé un dossier qui s'appelle programme, puis je mets mes programmes là. Donc, quand je te tape le nom d'un programme, regarde aussi s'il n'est pas dans ce dossier-là. OK? Donc, on va faire ça tout de suite ensemble. On va faire make dir. On va chacun se créer un dossier qui s'appelle programme dans notre dossier home. Fait que je vais mettre le petit tilde, la vague, / programme. A-M-M-E-S. Essayez de le mettre comme ça parce que on va s'éviter des problèmes de débugger des. Parce que si vous ne l'écrivez pas, tous pareil. Donc, j'ajoute ce petit dossier-là dans mon home folder, dans mon dossier d'utilisateur. Et je vais faire une copie de mon script dans ce dossier-là. Je vais attendre. Là, il y en a qui n'ont pas encore créé le dossier. Oui, non. Si je fais ls tilde, donc ls dans mon dossier home, maintenant il apparaît. OK? Je l'ai vraiment créé. Peu importe je suis où sur le système, si je fais make dir tilde / un autre dossier, il le crée dans ce dossier-là qui est mon dossier home. Donc, je vais faire cp, mon script count sequences, et je vais aller le copier dans tilde / programme. Là, pour l'instant, c'est pas assez pour faire pour que le système sache où aller chercher. Il va falloir lui dire ce dossier-là qu'on a créé, tilde / programme, c'est un dossier qui contient des programmes. Pour faire ça, ben, je vais vous laisser terminer. Là, je ne sais pas si vous avez le PDF sur vos ordi, tout le monde. Y a-t-il quelqu'un qui, sur son ordi, il n'y a pas le PDF du cours?
Pour 4. Parce que tu es capable d'aller chercher facilement. C'est sur le GitHub. Parce que la prochaine commande, j'aimerais ça que vous la copiez-collez au lieu de la taper. Parce que si vous faites une erreur dans cette commande-là, ça se peut que vous brisiez votre variable path. Puis là, à partir du prochain moment que vous allez vous connecter sur le serveur, vous ne serez plus capable de lancer de commande. Si la variable path est brisée, ben, ça arrive à certains utilisateurs des fois. Je suis obligé d'aller les aider parce que je sais comment faire vu que ça m'est arrivé à moi-même. Ouais, bon. Puis quelqu'un d'autre, ça est arrivé récemment. Fait qu'on est au moins 3 dans la salle. Je vous entends, Rimouski. Est-ce que vous vouliez poser une question? Oui, on a le même problème que tantôt avec un écran qui est encore? Okay. Ouais. Ben, je vais encore faire la même solution, mais j'espère que ça va. Là, on te voit. Oui. En gris, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que maintenant vous voyez? Là, ça marche, oui. Okay. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais peut-être pour que ça fasse ça, mais dites-moi là si. Je vous remets à mute. C'est bon? Parfait. Ah, puis là, il y a ça ici. Je fais. Bon. Est-ce que oui? Y a-t-il quelqu'un qui a des questions par rapport à ça? Jusqu'à présent? Fait que dans le PDF, là, moi, je vais la taper, la commande. Là, je vais prendre un gros risque. Mais copier-coller là, OK? Ouais, en fait, je vais aller éditer le fichier tout direct. Fait que tant qu'à l'avoir ouvert ici dans mon éditeur de texte, là, je vais vous montrer c'est quoi qu'on fait avec la commande que vous aviez copié-collé. Ça ici, c'est un fichier, c'est le fichier dans votre home folder, le fichier .profile, c'est un .profile, qui est un fichier caché. Tous les fichiers qui commencent par point sont comme cachés par défaut. Si vous faites ls-la, vous allez les voir. A, c'est pour all. Comme dans ton fichier, dans ton dossier en Assoc-Attack, que tu disais que tu n'avais rien, si tu fais ls-la, tu vas voir qu'il y a une liste de fichiers cachés. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Vous voyez la variable path, ici, je suis en train de la redéfinir. Donc, je dis path est égal à, puis là, c'est juste du texte. Tout le reste ici, c'est juste du texte, OK? Je suis en train de lui dire path est égal à tilde/programme, 2 points. Jusqu'à date, tout ça, c'est du texte. Puis, je lui dis, ajoute à la fin de ça le contenu de la variable path tel qu'il était déjà. Fait que la variable path contient déjà du texte. Moi, je lui dis, à partir de maintenant, path va être égal à ce nouveau bout de texte-là que je te donne, mon dossier programme, plus qu'est-ce qu'il y avait déjà. Okay? Puis là, c'est important de ne pas oublier le 2 points ici, de ne pas oublier le dollar ici. Moi, c'est ça que j'avais fait quand j'avais tout brisé. J'avais oublié le symbole dollar ici, ça doit être ça que tout le monde fait. Qu'est-ce que ça fait si j'oublie le symbole dollar? C'est que ça va littéralement mettre PATH à la fin. Puis là, on vient de briser tout le chemin, tous les dossiers où il cherchait, on vient de les effacer. Okay? Donc, si vous avez copié-collé la commande que j'ai faite, encore une fois, c'est... Oui? OK, on était gelé, on a l'air intervenu. C'est bon. N'hésitez pas à me le dire si ça recommence. Donc, pour rendre ça effectif, le changement, c'est peut-être pas du français, pour mettre les changements à jour, je sais pas, en tout cas. Oui, oui. OK, le PDF, c'est la section, la commande que je vous dis de copier-coller est à la section 3.6, page 8. En bas, il y a un groupe de 5 groupes de commandes, c'est la commande du milieu. Echo, ouais. C'est marqué « Lancer la commande suivante sans modification pour ajouter /tilde programme à la variable path ». Donc, qu'est-ce que j'allais dire? On peut vérifier, voir la commande path, echo, $path. Là, on va voir que ça n'a pas changé. La variable path, au début ici, elle ne contient pas notre dossier spécial à nous. Pour faire en sorte qu'elle le contienne, dans le fond, le dossier .profile, là, le fichier .profile, à chaque fois qu'on se connecte sur le serveur, ce fichier-là est lu. Donc, la config est lue une fois par connexion. Donc, vous pourriez, mais faites-le pas, vous déconnecter et vous reconnecter, et la variable path aurait changé. Vous pouvez aussi tout simplement recharger ce fichier-là, puis là, la variable path va être chargée. Donc, c'est ça qu'on va faire. Avec la commande source, on va relire le fichier. Source tilde / parce que
le fichier profil se trouve dans notre dossier d'utilisateur, .profil. Là, je vous répète encore, là, il y en a peut-être des gens qui ne le font pas encore, utilisez toujours la tabulation pour compléter. Comme ça, vous êtes sûr. S'il me complète, c'est parce que le qui est à cet endroit-là, puis il y a ce nom-là. Je ne me trompe pas que si je marque profil comme ça, mettons, puis là, ça se peut, dans certains cas de commande, il ne me mettra pas d'erreur, puis je ne saurais pas que j'ai fait une erreur. Okay? Donc, je viens de recharger mon fichier profil. Si je regarde echo $path, maintenant, le début ici commence avec /home/user31. Vous autres, ça va être un autre nom ici, /programme. Donc, maintenant, tous les programmes qui sont dans ce dossier-là sont des programmes que je peux utiliser. On va faire un test. Si je tape count _ tabulation, il me complète mon nom de script, ce qu'il ne faisait pas tantôt. Donc, il est capable de le trouver. Puis, je vous ai montré tantôt la commande which. Si je fais which count sequences, il va me répondre. Oui, vous êtes encore bloqué? Oui, on est regelé. Non. C'est pas le fun. J'ai pas envie de me déconnecter puis de me reconnecter, puis ça va faire 2 vidéos. Je veux dire, toutes les. Non. Mais je vais peut-être faire une pause puis faire ça, là. Je sais pas trop. Ben, je vais fermer mon terminal puis je vais le relancer, là, au cas où. Là. Oui. Je t'entends pas si tu parles. OK, je vais aller le voir dans 2 secondes. Est-ce que maintenant vous voyez mon terminal? Oui. Est-ce que. Écris quelque chose, voir. Ce sera pas long. OK. Non. Ah. Bon. Fait que. Vous autres, si je vous renvoie une invitation, je ne sais pas si vous allez être capable de vous connecter parce que c'est René. C'est avec le contact de René là, de son compte Google. Fait que vous n'avez peut-être pas accès. Est-ce que René n'est pas trop loin de vous autres? Fait que, on va prendre une petite pause de 5 minutes si vous voulez. Essayez de trouver René, puis je vais répondre à des questions en attendant ici. C'est bon. Merci. Si je fais table, il trouve ça ici. Qu'est-ce que tu as dans ton fichier? Tu n'as pas de fichier qui s'appelle je reçois le CD. Regarde ici, tu l'as ici. Fait que t'en as pas peut-être en train de ça va être copié dans ton Pour l'utilisateur. 16. Such file or directory.
Ouais. Ton dossier, là, puis il devrait être appartenir. C'est dans ton dossier cours 04? Ouais, ça devrait marcher. Ben oui, mais ça a marché, tu n'as pas donné d'erreur. Tu l'as copié là. Eric? Est-ce que tu as copié? Un instant, ça sera bon. Est-ce que tu as copié-collé la commande? T'es où là? Je sais, t'es pas là. Non, mais ici. Je te laisse descendre à la page. On allait te chercher. OK. Est-ce qu'on continue de l'entendre pareil, mais sans commentaire? C'est quand même. Ouais. C'est la commande. Oui. Oui, je suis là. OK. Est-ce que tu as envie qu'on. Parce qu'ils ont des problèmes, là, s'ils t'ont dit avec. Mais ça semble remarcher de nouveau. Donc, c'est comme tu veux, soit on relance un autre vidéo, soit on continue comme ça. Pour l'instant, on ne change pas? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça marche si j'écris là, des trucs? Est-ce que vous voyez que ça fait Est-ce que quelque tu écris quelque chose? Là, est-ce que tu écris quelque chose? J'ai écrit Echo Hello. Non. Non, OK, on voit pas. Donc, voulez-vous qu'on. On relance? On essaie de relancer la vidéo? Fait que pour ceux qui suivent sur YouTube, ben, il va y avoir une section 2 au cours. Ça sera pas long. Stop broadcast.